Yo, salut, vous vous apprêtez à regarder l'épisode 6 du Coin, qui est donc sorti avec beaucoup trop de retard, à peu près 6 mois de retard, si je compte bien. Donc bon, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est juste que j'ai eu un problème de formatage avec des documents dont j'avais besoin pour cet épisode. Donc voilà, ça fait 6 mois que je dois le régler, 6 mois que j'ai la flemme de le régler, je l'ai enfin fait. Donc vous allez pouvoir le regarder. Donc ne vous étonnez pas, il y aura encore l'ancien décor, j'ai remis l'ancien générique du coup. Il y aura aussi des anciens personnages, 1, 2, 1, 2. Et voilà, donc je l'ai enfin sorti, c'est chouette, et vous pouvez le voir. Voilà. Que l'on soit bien d'accord sur un point, ces déguisements de cow-boys sont totalement nuls à chier. Eh ferme-la, c'est pas parce que tu es le nouveau shérif de Rocher Rouge que tu peux te permettre de dire n'importe quoi. Ouais, il a raison. Boucle-la toi. Plutôt que de déblatérer tes conneries, tu devrais profiter de tes dernières heures de vie. Aussitôt que cette tempête est passée, je t'emmène à Rocher Rouge pour t'y faire pendre. Et puisque je vous dis que c'était un accident. Tu sais, John Bartrey, tu as beau être un des meilleurs chasseurs de primes du pays, je trouve tes méthodes assez excessives. La détente est hyper sensible sur cette arme. Tu te fous de moi, misère? Je te rappelle que tu es le nouveau shérif de cette ville, alors tu assumes ta responsabilité et tu vas faire pendre cet enfant de salaud. J'étais tranquille en train de la présenter et d'un coup, paf! Je ne dénigre absolument pas ma responsabilité de shérif, je trouve juste que capturer des fugitifs et les livrer vivants pour le simple plaisir de les voir se faire pendre, c'est inhumain. Dites, vous m'écoutez là les gars? Toi la ferme! Donc, je disais... Ta gueule! Bon, vous m'avez saoulé. Où est-ce que tu vas? Je vais couler un bronze. Un peu de RP s'il te plaît, on est censé être des cow-boys. Ta gueule! Oh putain. Messieurs dames, est-ce que vous aimez les films de cow-boy, les bons western spaghetti à la Mon Nom et Personne ou le bon l'abruti et le truand? Parce que moi non. Ou en tout cas pas suffisamment pour en faire un épisode du Coin. Non, aujourd'hui nous allons parler de deux films de cow-boy mais qui ne sont pas selon moi des vrais western spaghetti. Et commençons sans plus tarder avec Les 8 salopards, le 8ème film de l'excellent Quentin Tarantino. Pour ceux qui connaîtraient le jeu, ce film est une véritable partie de banque grandeur nature. Mec, t'es au courant que personne va comprendre cette référence? Bah oui, mais c'est pas ma faute si mes abonnés ont aucune culture en matière de jeux de société, hein. Donc je disais, ce film est une véritable partie de banque grandeur nature. Et avant de commencer, je préfère vous rappeler que je vous déconseille de regarder cette vidéo si vous n'avez pas vu le film. Alors risque de vous faire gravement spoiler. Sauf si vous n'avez pas envie de le voir, mais j'espère que vous êtes vachement con parce qu'il est super bien. Voilà, donc dans cette partie de banque grandeur nature, le shérif, 2 adjoints si je puis dire, 4 hors la loi et le renégat. À présent, parlons de l'histoire. Je vais vite fait détailler le premier chapitre, car oui, le film est divisé en plusieurs chapitres. Le film commence par un très long plan sur une statue enneigée du Christ sur sa croix, avec en fond une caravane qui avance. Oui, ce plan est vraiment très long. Mais je ne vais pas vous faire la blague de passer cette scène en entière. Ce sera vraiment trop facile. Bon alors on enchaîne, j'ai pas que ça à foutre. Soudain, la caravane est arrêtée par Marquis Warren, un chasseur de primes accompagné d'une demi-douzaine de fugitifs morts, qui veut faire livrer à Red Rock pour être payé. Je ramène quelques prises jusqu'à Red Rock. Merci connard, c'est exactement ce que je viens de dire. On continue. Et il souhaiterait monter à bord de la caravane afin d'échapper au blizzard qui les suit. Le cocher, personnage sans importance et qui ne fait pas partie des salopards, lui explique qu'il devra négocier avec John Root, un autre chasseur de primes qui est avec Daisy Domergue, une fugitive qui le ramener vivante à Red Rock afin d'y être pendue. Et puisque sa tête vaut 10 000 $... 10 000 $. Eh bien il préfère éviter de laisser monter quiconque pourrait vouloir l'enlever pour toucher sa prime à sa place, ce qui se comprend. Après mûre réflexion, elle laisse monter désarmée. Le temps passe, après quelques discussions et une tarte dans la gueule, intervient notre 5ème protagoniste et 4ème salopard, Chris Mannix, qui prétend être le nouveau shérif de Red Rock. Ben, l'homme de Red Rock censé vous payer, c'est moi, le nouveau shérif. C'est bien, si les personnages parlent à ma place, ça me fera moins de boulot. Et il veut donc rejoindre également la caravane pour échapper au blizzard. Après avoir été forcé de le croire sur l'histoire du nouveau shérif, John Root le laisse monter. La caravane continue et nos 4 salopards discutent un peu de la vie de Warren avant d'arriver à l'auberge de Minnie, où se déroulera tout le reste du film. À l'auberge, ils y retrouveront Bob, Osvaldo Mowbray, Joe Gage et Stanford Smithers, qui seront nos 4 derniers salopards. Et là commence la partie. Pendant tout le début du film, une incroyable tension règne dans l'auberge. 8 individus presque tous armés qui ne se connaissent pas et qui sont prêts à s'entretuer au moindre faux pas vont devoir passer plusieurs jours dans la même auberge. Et autant dire qu'il va forcément se passer quelque chose. Et pas quelque chose de sympathique, effectivement. Pendant tout le deuxième chapitre, les personnages ne font que se charrier entre eux, et on attend donc l'étincelle qui va enflammer la partie. Et cette étincelle, c'est Marquis Warren qui va la déclencher en tuant Stanford Smithers. Pour résumer, tout commence à s'enflammer quand Warren apprend que Smithers a participé à la guerre de sécession côté esclavagiste. Il n'a donc qu'une seule idée en tête, c'est de le tuer. Mais l'éliminer directement face au nouveau shérif de Red Rock, ça aurait été très stupide de sa part. À la place, il décide de déposer une arme chargée à côté de lui, puis de raconter tranquillement, comme si de rien n'était, comment est-ce qu'il a torturé son fils en le faisant marcher des heures nu dans la neige, avant de lui faire quelque chose de pas très catholique avec son engin. Non, il n'y aura pas d'image. Smithers, fou de rage, prend le pistolet pour le tuer, mais Warren dégaine avant et là-bas.
Ah, c'est malin, hein. Comme ça officiellement il l'aura tué qu'en tant que légitime défense, hein. Ça lui évite pas mal d'ennuis. Exactement, tu vois, ça t'arrive des fois de faire des remarques intéressantes. Et le flashback qui nous montre ce qu'a fait endurer Warren au fils de Smithers est là pour appuyer les propos, comme pour nous prouver que c'est vrai. Et toute cette scène est accompagnée d'une musique qui, bien évidemment, colle à la scène, mais qui est jouée directement depuis le film par Bob au piano. À présent, si vous le voulez bien, nous allons passer au chapitre Domergue's Got a Secret. Ce qui veut du coup dire en français Domergue a un secret, merci, on sait. Et ce chapitre commence par une voix off qui nous résume toute la situation, mais pour mieux en parler, je vous passe l'extrait. Environ 15 minutes sont passées depuis qu'on a quitté nos personnages. Entre-temps, Joe Gage s'est porté volontaire pour transporter la dépouille de Smithers à l'extérieur. La courte paille a été tirée pour décider de qui allait l'aider. Obey a perdu. Chris, John Root et Osvaldo ont débattu vigoureusement à propos de la légalité de la légitime défense du meurtre qui venait de se produire. Le major Marquis Warren, qui était plus que certain de la légalité de ce qui venait de se passer, les ignorait, assis seul à la table, buvant du brandy. Pendant que Bob savourait une manzana roja. Mais revenons un peu en arrière. 15 minutes plus tôt, le Major Warren tuait le général Smithers devant tout le monde. Mais une quarantaine de secondes avant, quelque chose d'aussi crucial s'était produit que peu de gens avaient remarqué. Pendant que le Major Warren captivait son public avec ses histoires de queue noire et de bouche blanche, quelqu'un empoisonnait le café. Et il a fait absolument tout ce que je lui ai demandé. Pas de couverture. Et la seule à l'avoir remarqué était Domergue. C'est pour cette raison que ce chapitre s'intitule Domergue a un secret. Cette voix off apporte une sorte de décalage, comme pour détendre un petit peu l'atmosphère après la scène précédente. Et ce décalage est typique des films de Quentin Tarantino. On retrouve notamment pas mal de ces décalages dans le film Inglourious Basterds, dont je parlerai dans une autre vidéo. Pour en revenir au film, ce qui est très intéressant dans ce chapitre, c'est l'histoire de la cafetière. Durant tout ce temps, la cafetière est réellement placée comme étant un personnage à part entière, un peu comme étant le méchant de la scène. Et quand on voit John Root et le cocher boire le café, la musique commence à monter crescendo, personne ne parle, et on attend impatiemment le moment où... Suite à cette mort nonchalante, la tension monte d'un cran dans l'auberge, et pour que vous compreniez mieux la suite, je vais revenir vite fait sur le chapitre 2. Après être arrivé à l'auberge de Minnie, qui est, je le rappelle, une connaissance de Warren, nos 4 compères rencontrent nos 4 autres personnages. Laissons de côté le vieux, il est mort alors tant pis, et développons un peu plus les 3 autres. Bob se présente comme étant le tenancier de l'auberge, et ce serait donc à lui que Minnie aurait confié l'auberge. Ensuite, Osvaldo Mowbray prétend être le bourreau de Red Rock, et Joe Gage dit être un cow-boy voulant rendre visite à sa mère pour passer Noël. Parce que tu me sembles pas être du genre à rentrer passer Noël avec maman. Je suis définitivement du genre à rentrer passer Noël avec ma petite maman, que j'aime. Super, bien joué les gars, cette conversation a moins fait avancer la science que si Einstein avait chié sur le parquet de sa cuisine. Bref, vous l'aurez sans doute compris, ces 3 personnages ne sont absolument pas ceux qu'ils prétendent être. En réalité, ce sont tous des complices de Daisy, mais surtout de son frère qui veut absolument la libérer. Enfin bref, après la terrible mort de John, Warren, le seul à être encore armé, se met à sérieusement soupçonner les derniers personnages. Il commence par faire confiance à Mannix. Donc, t'as finalement compris que je disais la vérité à propos du poste de shérif de Red Rock, hein? Je sais pas encore si je te crois. Mais je sais que c'est pas toi qui as empoisonné ce café, puisque t'en as presque bu toi-même. Bien vu mon gars, mais ce n'est pas la seule déduction qu'il va faire. En effet, ses soupçons se portent prioritairement sur Bob, qu'il va démasquer grâce au pouvoir du ragoût. Je déconne pas. Apprenez les super pouvoirs du ragoût avec Marquis Warren. Et c'est le ragoût qui m'a fait réfléchir. Vous disiez que Minnie était partie depuis quand? Une semaine? Si. Ma maman cuisinait du ragoût. Et son goût était toujours le même, peu importe la viande. Et il y avait un autre homme sur la plantation, oncle Charlie, qui cuisinait du ragoût. Comme du ragoût de ma mère, j'ai mangé de son ragoût à partir de l'âge où j'étais grand comme ça, jusqu'à ce que je sois devenu un homme adulte. Peu importe la viande, il goûtait toujours le ragoût de l'oncle Charlie. J'ai pas goûté le ragoût de Minnie depuis 6 mois, donc je suis pas un expert. Mais ça, c'est définitivement le ragoût de Minnie. Donc, si Minnie est en visite dans le Nord chez sa mère depuis une semaine, comment elle a pu cuisiner ce ragoût ce matin? Et toute cette déduction l'amène à penser que Bob n'est pas le Bob qu'il prétend être. En réalité, c'est une déduction bien plus vexante pour notre ami mexicain qui va donner la certitude à Warren qu'il y a anguille sous roche. Depuis combien de temps vous dites travailler pour Minnie? 4 mois. Si vous étiez venu ici il y a 2 ans et demi de ça, vous vous souviendriez qu'un écriteau était cloué au mur au-dessus du bar. Minnie vous l'a déjà mentionné? Non. Vous savez ce que l'écriteau disait, Seigneur Bob? Aucun chien, ni mexicain, à l'intérieur.
Et Minnie a cloué cet écriteau au mur le jour de l'ouverture de cette auberge. Et il est resté au-dessus de ce bar tous les jours jusqu'à ce qu'elle le retire il y a un peu moins de 2 ans. Vous savez pourquoi elle l'a retiré? Parce qu'elle a finalement décidé de laisser les chiens entrer. D'ailleurs, Minnie aimait pratiquement tout le monde. Mais elle avait horreur des Mexicains. Alors quand vous m'avez dit que Minnie était partie dans le Nord visiter sa maman, j'ai trouvé ça hautement improbable. Mais ok. Peut-être bien. Quand vous m'avez dit par contre que Minnie Mink avait remis son auberge, la chose la plus précieuse à ses yeux dans tout l'univers, entre les grosses mains sales d'un enculé de Mexicain, je vous réponds la même chose que dans l'écurie, ça ressemble pas le moins du monde à Minnie. Maintenant, je vous traite vraiment de menteur, Seigneur Bob. Enfin bref, suite à cette superbe enquête menée par l'inspecteur Warren, notre bon Bob finit en émental désandage. Mais sinon, ce chapitre se termine de façon quand même assez douloureuse. Warren, je peux le tuer. Di adios a tes huevos. S'ensuit un chapitre flashback montrant l'arrivée de nos 4 gaillards voulant libérer Daisy à l'auberge. Passons sur le début du chapitre, les méchants entrent, tuent tout le monde sauf le vieux et s'ensuit cette scène sacrément sensationnelle. Il y avait beaucoup trop de S dans cette phrase. Là, Jody le Muggle, le frère de Daisy donc, propose d'épargner Stanford. Et ce Jody le Muggle, oh putain, je m'habituerai jamais à cet accent. Et parmi tous les méchants, celui qui nous inspire le plus confiance, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'il est beau. Je déconne pas, c'est vraiment un facteur important. Mais l'autre élément principal, c'est que c'est lui qui propose d'épargner Stanford. Et c'est aussi le gars qui va à tout prix sauver sa sœur. Et la discussion qu'il a avec Stanford, il l'a avec une voix très douce, très calme, presque rassurante après la scène extrêmement violente qu'on a eue juste avant. Tu sais, grand-père, si tu étais un chat, ce qui vient de se produire te ferait perdre l'une de tes 9 vies. Tu pourrais peut-être sortir d'ici vivant. Et puis ensuite, après une petite ellipse, on retrouve la scène du début du deuxième chapitre avec une brutale coupure lorsque John Root ouvre la porte. Puis vient le dernier chapitre où il ne nous reste plus que Mannix, Warren, Daisy, Osvaldo et Jody. T'es sûr que t'en oublies pas, hein? Alors oui, il y a aussi Joe, mais il meurt très vite alors on va pas le compter. Là on s'entend parce que Jody a un rôle important, c'est quand même le gars qui a orchestré toute cette partie. Maintenant que je vois ton affreux visage. Et là, alors que Warren veut descendre Daisy, plus de balles, pas de bol. Et donc toute cette histoire se termine sur la pendaison de Daisy. Voilà pour les 8 salopards. Pour conclure, c'est un très bon film, sans doute un des meilleurs de Tarantino, ou en tout cas un de mes préférés. Passons à présent au deuxième film dont je veux vous parler, Lone Ranger. Qu'est-ce que c'est que cette merde, ce bouquet? En plus la musique est vachement bien. Autant pour moi, j'ai confondu Lone Ranger avec Lone Digger. Ouais, je préfère ça. Donc, Lone Ranger, naissance d'un héros, ou Lone Ranger, justicier masqué en québécois. Putain, il faut vraiment que je fasse un jour une vidéo sur les titres québécois. Et d'un film réalisé par Gore Verbinski. Putain, c'est chiant à dire comme nom. Donc, ce film raconte l'histoire de... Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais les initiales de Johnny Depp, c'est JD. Et comme il mesure 1m78, on peut dire que c'est un grand JD. Ah d'accord, c'est super intéressant. Et putain, qu'est-ce que tu fous là? Vous avez vu, j'ai une nouvelle écharpe. Elle est magnifique. Est-ce que je suis le seul à... Oui. Il est parti. Cette vidéo part vraiment trop en couille. Donc, l'histoire que j'ai rapidement expliquée, c'est celle de John Wright qui devient justicier masqué. Voilà. C'est pas un peu court comme histoire? Ok. Alors l'histoire c'est de John Wright, un avocat. Son frère, qui est un ranger, se fait tuer dans une embuscade orchestrée par Butch Cavendish, un vilain monsieur. Tu peux être sûr que je vais te prendre quelque chose en retour. Mesdames et messieurs, la classe. Étrangement ressuscité par l'esprit cheval, un cheval assez... particulier, notre bon John Wright devra coopérer avec Tonto, un indien déterminé à donner à bouffer un corbeau mort, afin d'arrêter Butch ainsi que les vilains connards qui complotent pour exploiter les mines d'argent. Laissé pour mort, John devra se masquer afin d'être méconnaissable. Pour commencer, ce film avec un petit peu de sauce vinaigrette afin d'accentuer le côté... ça va mec, t'es en train de raconter n'importe quoi là. Ah non t'inquiète, c'est juste le mois du passé qui en avait marre d'écrire la vidéo, alors il sait bien faire n'importe quoi. Salut, c'est le mois du passé qui en a marre d'écrire la vidéo.
Super, merci, on peut reprendre. Personnellement, j'ai beaucoup aimé ce film, rien ne fait qu'il pourrait être particulièrement meilleur que Les 8 salopards, d'autant plus qu'ils sont très différents. Mais Lone Ranger a vraiment une construction des personnages et un humour vraiment bien assemblé. Parmi ces personnages, j'ai bien évidemment Amy Hammer et Johnny Depp, mais également Helena Bonham Carter, qui joue le rôle d'un personnage que je trouve très drôle dans ce film. Ce qui est bien dans ce film, c'est la mise en place d'éléments qu'on nous présente comme étant superficiels ou inutiles, et qui pourtant ont un gros impact dans l'histoire. Par exemple, la jambe fusil de Red Harrington, ou le chargement d'explosifs que l'on voit brièvement au début. Quant à l'humour, il y a des running gags très bien utilisés qui ponctuent certaines scènes de touches humoristiques, comme Tonto qui nourrit son corbeau, le photographe. En soi, le film arrive assez bien à gérer l'humour, il le place au bon moment, de manière à en faire un élément ponctuel mais qui pourtant a une place importante. Chaque personnage a sa propre personnalité, bref, ce film a une grande panoplie de personnages sur lesquels on arrive à bien s'attacher. Et la scène finale est juste extraordinaire, elle se passe dans un train transportant de l'argent. D'un côté se trouvent les gentils avec Tonto, John, Rebecca, l'ex-femme du frère de John, et son fils. Et d'autres on trouve les méchants avec Butch, Tom Flou, un capitaine corrompu, et Tom Wilkinson, un gros méchant qui veut réveiller le conflit avec les Indiens. Et cette scène est juste géniale parce qu'elle se passe sur 2 trains en même temps, et les personnages vont de l'un à l'autre avec une telle facilité, une telle fluidité qu'on pourra faire une vidéo et essayer de ne pas être satisfait. Et le tout est accompagné d'une bande son et d'une musique cuisinée aux petits oignons qui te plonge vraiment dans l'ambiance. Adios, c'est l'avocat. Après, je trouve la fin de la scène un peu cliché, c'est les méchants ont perdu et les gentils ont gagné. Tout est bien qui finit bien. Le reste du film continue avec son humour subtil jusqu'à la fin. Après, évidemment, le film a ses défauts, comme par exemple avec l'humour dont je dis tant de bien depuis le début, qui quelquefois est assez mal utilisé et devient un peu trop envahissant. Mais à part ça, Lone Ranger est un très bon film que je vous conseille également d'aller voir. Et qu'est-ce que c'est que cette merde? Bah écoute, j'en sais pas plus que toi, hein, désolé. Ah non, c'est bon, je sais, ça va être le mois du futur qui en a marre de monter la vidéo. Salut, c'est le mois du futur qui en a marre de monter la vidéo. Ok super, je peux conclure? Voilà pour Les 8 salopards et Lone Ranger, mes 2 films de cowboy mieux. Que dire de plus, sinon vous invitez fortement à aller voir ces 2 films si vous ne les avez pas encore vus. Et ce, malgré la quantité astronomique de spoil que tu leur as fait bouffer. Non mais c'est... laisse tomber. Sur ce, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut. Putain, si tu mélanges Warren et Manix, ça donne Wanix. C'est trop bien. J'ai même pas vu.